Bon, au fur et à mesure, au long de l'histoire, les choses se sont un peu assouplies. Par exemple, les commerces se sont répandus dans la ville, alors qu'ils étaient parqués eux aussi, comme je vous disais, dans l'ouest, l'est. Et le modèle s'est assoupli dans les autres capitales qui ont été créées par les dynasties suivantes, parce que Chang'an n'a été capitale que sous les Tang, enfin les Sui et les Tang. Elle ne l'a plus été par la suite, mais une ville du même nom, qui n'était pas exactement au même endroit, et qui s'appelait donc aussi Chang'an, a été la capitale des Han. C'est une dynastie plus ancienne, une dynastie qui coïncide grosso modo avec l'Empire romain, c'est-à-dire qui s'est établi à la fin du IIIe siècle avant Jésus-Christ jusqu'au IIIe siècle après Jésus-Christ. Donc la capitale des Han de l'Ouest, parce que vers le tournant de notre ère, Chang'an a été abandonné, c'était trop à l'ouest, trop exposé aux incursions des nomades qui venaient des déserts de l'ouest, et particulièrement ceux que nous avons connus comme les Huns, H-U-N, les Huns, qui en Chine portaient le nom de Xiongnu, ces barbares de l'ouest. Donc Chang'an à l'ouest était trop exposée et la capitale s'est déplacée vers l'est. Mais bon, ce sont des détails de l'histoire. Chang'an, après les Tang, n'a plus été capitale. Il y a eu d'autres capitales qui n'ont jamais été aussi parfaites du point de vue du rapport avec le modèle des... Alors Zhou-Li, on traduit par le rituel des Zhou, le rituel des Zhou, la dynastie Zhou. Ce modèle de ville a été ensuite imité dans le reste de l'Asie orientale et en particulier au Japon. Et au Japon, ça a été le modèle de la ville. Ah, j'ai oublié de vous dire, cette ville, elle existe toujours, hein, mais elle a changé de nom, on l'appelle Xi'an. Xi'an aujourd'hui. Et Xi'an, c'est une des rares villes qui ait gardé ses remparts. Bien entendu, elle les déborde, mais on a gardé les remparts qui sont un motif touristique important à Xi'an. Bon, cette ville est devenue le modèle des premières villes japonaises, et en particulier la ville qu'on appelle aujourd'hui Kyoto, mais qui, historiquement, s'est d'abord appelée Heian. Il y a eu quelques autres capitales avant, mais toutes imitées de modèles chinois. Et Heian, qui a été créé à partir de 794 de notre ère, a imité ce modèle, enfin ce modèle aménagé, c'est-à-dire avec le quartier impérial au nord. C'était un peu moins grand que Chang'an, et pas exactement de la même forme, parce qu'elle était un peu plus allongée nord-sud que est-ouest, c'est-à-dire le contraire de Chang'an, avec une taille de... Alors, 4,7 km d'est en ouest et 5,7 du nord au sud. Mais les principes étaient les mêmes. Les noms sont quasiment tous dérivés du vocabulaire chinois. Et c'est toujours un modèle orthogonal qu'on appelait Zhoubo pour la ville et Zhou-Li pour la campagne. Parce que j'ai oublié de vous dire que ce modèle orthogonal, c'est vraiment un modèle cosmologique qui va avec l'idée que la Terre est carrée. La Terre est carrée. Le ciel est rond et la Terre est carrée. Et le modèle que l'on a appelé
Tien, Fa. Fa, ça veut dire la méthode. Tien, ça veut dire le chant. Et Ting, ça veut dire le puits. C'est un puits à la chinoise qui est à la surface de la Terre. C'est 4 madriers, donc c'est un carré. Alors ce carré, c'est une image ici, ça représente un mode de découpage de parcellaires comme ceci. Donc vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 parcelles. Et la parcelle centrale est vide, c'est-à-dire elle est d'usage commun. Et ça va être appliqué dans les campagnes. À partir, c'est un modèle. Donc le modèle puits-champ, le modèle Fa, ça veut dire la méthode ou la loi, disons donc le modèle puits-champ, était censé couvrir les campagnes. Donc les villes étaient censées être comme ça, et les campagnes comme ça. On a connu ça ailleurs dans le monde, et en particulier dans le Nouveau Monde, puisque ça rappelle le principe du Great Pattern. C'est le grillage qui a couvert l'Amérique du Nord. En Chine, ça ne s'est pas appliqué partout parce que, à la différence de l'Amérique du Nord, il fallait le faire accepter par des paysans chinois qui n'étaient pas tous d'accord pour qu'on les déplace et qu'on les remette dans des carrés, tandis qu'en Amérique du Nord, on l'appliquait aux Indiens. Donc les Indiens n'ont pas eu leur mot à dire. Mais ce modèle orthogonal, censé couvrir tout le territoire, a été appliqué sur une grande échelle au Japon. Et ça se voit encore pas mal dans les orientations des axes qu'on retrouve dans les campagnes japonaises, pas mal oblitérées par l'histoire, mais quand même. C'est le principe du jōri dans les campagnes et jōbo dans les villes. Dans les villes, je dis les, mais en fait, il n'y en avait au départ qu'une, c'est la capitale impériale. Parce que le Japon n'avait pas vraiment connu les villes avant l'importation du modèle urbain de la Chine au 7e siècle, avec le bouddhisme et quasiment tout le modèle de la civilisation chinoise. Les principes sont à peu près les mêmes, je n'entre pas dans le détail, et même exagérés, puisque la copie du modèle est toujours plus modèle que le modèle lui-même, avec le marché à l'ouest, le marché à l'est, le temple de l'est, le temple de l'ouest, etc., etc. Alternance, quand un marché est ouvert, l'autre est fermé, etc., etc. Il en reste le plan de la ville de Kyoto aujourd'hui encore, qui est un plan orthogonal. Dans le détail, ça peut sinuer vaguement, mais grosso modo, le modèle se reconnaît toujours. Et alors, le troisième stade, là, est plus curieux encore. Au moment où va s'établir le shogunat de Tokugawa, shogunat, c'est-à-dire un shogun qui est le maître militaire de l'empire, mais qui n'est pas l'empereur. L'empereur va continuer à résider à Kyoto, mais le maître militaire de l'empire, le maître militaire de l'empire, le shogun, va résider à Edo, qui est l'ancien nom de Tokyo, et qui est devenu officiellement capitale administrative, mais pas impériale, capitale administrative de l'Empire en 1603. Elle avait commencé à être construite à la fin du siècle précédent, mais c'était quasiment une création ex nihilo. Dans un site qui n'a rien à voir avec celui de Kyoto, Kyoto avait vraiment un site idéal, à la différence de Chang'an, où le site ne répondait pas vraiment
aux règles du feng shui. Mais à Kyoto, c'était vraiment le cas. Et on a, paradigmatiquement, vous avez un site qui est en pente douce vers le sud, avec une montagne au nord. C'est une montagne qui protège, c'est le principe du feng shui qui vaut à toutes les échelles. Une montagne au nord, c'est-à-dire derrière le palais impérial, qui regarde vers le sud avec l'axe de l'oiseau rouge. Vers l'est, comme on regarde vers le sud, l'est, qu'est-ce que je raconte? Bon, je m'embrouille. Enfin, disons, l'est, c'est le dragon bleu. L'ouest, c'est le tigre blanc, et le nord, c'est enfin, c'est un animal mythique qui ressemble vaguement à une tortue, la tortue noire au nord, avec une direction néfaste qui est le nord-est. Et cette direction néfaste du nord-est est protégée par des temples. On a appliqué les mêmes principes à Edo, à une essentielle différence près que le site ne s'y prêtait pas du tout. Donc on a fait tourner le modèle de 90 degrés en sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc, vous voyez, ce qui était comme ça un axe nord-sud va se trouver un axe est-ouest, dans le cas de Edo, et tout le reste à l'avenant. Mais les principes étaient quand même respectés, notamment celui de la direction néfaste du nord-est. Celle-là ne tourne pas, elle est absolue. Donc au nord-est, on avait des temples, et les détails de l'application de ce modèle se retrouvent dans la toponymie, dans le nom des temples et d'autres détails. Et pourtant, à part cette application d'un modèle que l'on a seulement fait tourner de 90 degrés, les principes de la spatialité de Edo sont totalement différents. Parce qu'au lieu de repères cosmiques, on a des repères topologiques. Topologiques, c'est-à-dire ce sont les détails du relief qui vont orienter, dans les faits, qui vont orienter les rues. Avec deux quartiers très différents. La ville basse, qui est la ville des marchands, qui a été dans l'ensemble conquise sur la baie, c'est des remblaiements, avec beaucoup de canaux, c'est la ville des marchands. Et puis la ville haute, qui était la ville des seigneurs et de leurs vassaux, qui est une zone collinaire. Et aujourd'hui, ça donne deux types de quartiers très différents. Du côté de la zone collinaire, ce sont des rues qui serpentent, comme on pourrait voir dans la campagne ici, aux alentours. Mais dans la ville basse, ce sont grosso modo, ce sont des modèles orthogonaux, mais qui sont arrangés pour suivre le contour de la baie. Voilà. C'est l'histoire de ce modèle, de son application. Vous voyez que c'est une histoire très longue, mais qui est toujours vivante. On retrouve par exemple aujourd'hui dans des plans d'architectes des références à ce très vieux modèle.